BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Valérie Rabault. Bonsoir Valérie Rabault. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser évidemment sur la transition écologique. Comment financer cette transition verte qui va quand même coûter la bagatelle de 200 à 300 milliards d'euros en tous les cas. Si l'on en croit le rapport de Jean Pisani-Ferry qui a été présenté hier à l'occasion du plan présenté par la Première ministre Elisabeth Borne. On parlera bien sûr de la proposition de loi Lyotte pour savoir si elle est anticonstitutionnelle, est-ce qu'elle change de faire capoter ou pas la réforme des retraites. La course à la baisse d'impôts alors qu'on vient d'apprendre que le gouvernement a décidé de geler 1% supplémentaire dans ses crédits de budget pour faire des économies, pour respecter sa trajectoire budgétaire. Et puis on parlera aussi d'immigration économique, sachant qu'il y a un projet de loi sur l'immigration qui devrait normalement se tenir à l'Assemblée nationale. Valérie Rabault, est-ce que vous avez écouté d'abord la Première ministre? Est-ce que vous avez lu ce rapport de Jean Pisani-Ferry? Est-ce que pour vous, on a enfin un objectif un peu chiffré de cette transition écologique qu'on doit absolument mener? Alors, pour répondre à toutes vos questions, oui, je pense que c'était bien de faire une prospective comme ce qui a été présenté par la Première ministre, avec des chiffres. Grosso modo, on est passé, depuis 2012, on est passé de 500 millions de tonnes de CO2 à 400 millions de tonnes de CO2, donc ce qui fait à peu près 10 millions par an de réduction, ce qui est très bien. Avec une accélération ces dernières années, notamment depuis 2018. Et là, elle fixe, la Première ministre fixe un objectif d'ici 2030 pour chaque année réduire de 23 millions de tonnes. Donc vous voyez que l'effort est supérieur. 270 millions de tonnes. Exactement, pour passer des 400 à 270. Donc vous voyez que la marche est assez importante, mais elle n'est pas inatteignable. Et c'est bien de se fixer des objectifs. Moi, je pense que ça, c'est une bonne démarche, une bonne méthode. Ces objectifs sont ambitieux parce que grosso modo, ils sont 23 millions de réduction, 23 millions de tonnes de réduction chaque année à faire. C'est plus que ce qui a été fait jusqu'à présent, mais c'est pas totalement inatteignable. La marche n'est pas trop haute, c'est ça que vous nous dites. Elle est, au moins, il y a un objectif. Et vous savez, c'est comme tous les chefs d'entreprise, hein, vous avez un tableau de bord, vous regardez où vous en êtes. Mais si vous n'avez pas fixé d'objectifs, vous ne savez pas où vous en êtes. Donc ça, c'est une bonne méthode. Après, il y a la manière, une fois qu'on a fixé l'objectif, c'est comment on fait. Bon. Donc là, il y a des choses bien et puis des choses moins bien. Par exemple, sur les transports, elle met sur les 130 millions de tonnes qu'elle veut économiser, enfin réduire, elle en met 37 sur les transports. C'est très bien. Elle dit ça va passer par la voiture électrique. Mais elle ne met rien sur le train. Or, on sait que le train est clairement un outil pour faire baisser les émissions de CO2, et notamment le fret. Parce que moins vous avez de camions sur les routes, moins vous aurez de CO2 dans l'atmosphère. Et le fret, depuis 2006, il est en train de s'abîmer considérablement. On voit qu'on a beaucoup moins de transport de marchandises qu'il y a encore 15 ans. Donc ça, c'est un gros chantier pour lequel elle n'a pas dit grand-chose. Et surtout, en ce moment, on voit bien qu'on a la Commission européenne qui a un peu attaqué la France sur fret SNCF. Et donc ça doit être résolu. Là-dessus, elle n'a rien dit. Elle dit aussi, il va falloir qu'on augmente le nombre de voitures électriques. Et là aussi, elle donne un objectif chiffré, ce qui est très bien, 5,7 millions. Ce qui fait à peu près 700 000 voitures électriques à vendre par an. Aujourd'hui, il y en a combien qui sont vendues par an? 200 000. Donc, moins, 200 000 à peu près. Donc la marche, elle est quand même très très haute. Et on sait qu'une voiture électrique coûte plus cher, enfin coûte assez cher. Donc ça, sur ce point-là, elle ne répond pas complètement sur le comment. L'autre volet qui est très important, toujours sur le comment, puisqu'elle met 34 millions de tonnes en moins de CO2, c'est sur le logement. Parce qu'on sait qu'il y a des passoires thermiques. Bon. Là aussi, elle ne dit pas comment elle va y arriver. Elle a fixé un objectif. Vous voyez, elle a fixé des objectifs, ce qui est bien. C'est une première étape. Mais elle ne dit pas comment elle va y arriver. Et la question du comment, en France, on a toujours un peu de mal à y répondre. Et moi, je pense que c'est important d'y répondre. Est-ce que vous diriez quand même, c'est des mesurettes pour reprendre l'expression de vos camarades de LFI? Non, je ne dirais pas que c'est des mesurettes. Je dis que les objectifs, ils sont sérieux. Ils sont sérieux, ils sont pas inatteignables, mais il va quand même vraiment falloir se retrousser les manches. Et sur le comment, elle est quand même la Première ministre a été beaucoup moins bavarde. Il y a le comment. Alors elle a dit qu'elle présenterait un plan d'ici l'été, hein, donc là on en saura un petit peu plus sur les mesures. Après, il reste quand même à financer tout ça. Alors ça fait partie du comment. Ça fait partie du comment, bien sûr, mais il faut quand même financer ces 66 milliards par an.
inquiétant lorsqu'on voit les finances de la France, sachant qu'en plus, il faut réduire dans l'industrie, en même temps, il faut réindustrialiser la France, il faut réduire les crédits, on voit l'éducation nationale, la police, enfin, on voit les investissements colossaux qu'il faut faire dans certains services publics. Comment est-ce que vous faites? Est-ce qu'on passe par l'impôt ou pas? C'est la question, et après on rentrera plus dans le détail, Valérie Rabault. D'abord, il y a deux sujets. La France est quand même abîmée sur sa capacité à créer de la valeur. Alors je sais que le gouvernement ne vous dira pas ça, mais n'empêche qu'au FMI, il y a eu un grand débat au mois d'avril, et la France fait partie des pays qui ont la croissance potentielle la plus faible. Donc, on peut dire que tous les économistes de la Terre n'y comprennent rien, mais c'est quand même ce qui est dit sur notre pays, et il faut l'entendre. Nous sommes aussi, depuis le Covid, le pays dont la productivité du travail diminue. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Bon. Donc, là-dessus, il faut se poser la question de dire pourquoi on fabrique moins de valeur, on en crée moins de valeur dans notre pays. Et ça, c'est quand même la clé pour financer la transition écologique, parce que plus vous êtes en capacité de créer de la valeur, plus il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. C'est le premier point. Le deuxième levier, c'est... Non, moi, ça ne fait pas de mystère. Hein. Ça fait longtemps que je le dis. Je pense qu'il faut taxer les super profits. Je vois que quasiment tous les pays européens l'ont fait, pas la France. Bon, donc là, il y a... Je dis pas que ça va... Mais en même temps, on reste le pays le plus taxé. Vous connaissez... Non, mais d'accord, mais parce qu'on accepte d'avoir... Ils sont déjà énormément taxés en France. Oui, mais on a un modèle social que nous avons choisi, qui a été choisi démocratiquement, qui effectivement est plus important que dans d'autres pays. Donc ça, ce sont des choix, et ce sont des choix démocratiques qui doivent être respectés. Et troisième levier, il faut que nous arrivions, et c'est pour ça que, par exemple, hier, les députés français étaient à Strasbourg avec leurs homologues allemands, 50 députés français, 50 députés allemands, notamment pour avoir un échange sur le financement. Se dire si, et on sait très bien qu'avec l'Allemagne, c'est là où les difficultés existent, puisque l'Allemagne n'a pas nos difficultés de finances publiques, et elle ne voit pas forcément d'un très bon œil le fait que nous puissions faire de l'emprunt qui serve à financer la transition écologique. Bon, donc ça, c'est encore des discussions et des négociations qui sont importantes, hein, parce que ça bloque, ça retarde. Il y a trois leviers qu'il faut actionner en même temps. Oui, j'aimerais bien que vous développiez un petit peu sur qu'est-ce que la France pourrait faire pour produire plus de valeur? Qu'est-ce qui nous manque? Où sont par rapport à nos voisins? Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Alors déjà, la part de l'industrie est quand même réduite, très faible. On est avant-dernier de l'Union européenne. Donc, c'est incroyable ça. C'est ce qui est quand même ahurissant. Bon. Donc là, tout à l'heure, vous avez évoqué un sujet sur la renationalisation complète d'EDF. Ça, c'est une bonne chose parce qu'il faut qu'on reprenne... 50 milliards, hein, donc c'est... Je sais, mais c'est la capacité à véritablement maîtriser la production d'énergie. Donc ça fait partie des volets qui sont indispensables. Et créer de la valeur, c'est véritablement réindustrialiser le pays. Ce qui, aujourd'hui, ça a été... Alors, vous allez me dire, le président de la République l'a dit, ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Ce qu'on peut dire, c'est quand même s'il y a 300 implantations d'usines, de nouvelles usines, enfin, il se donne du mal de ce point de vue-là quand même. C'est un des premiers présidents au moins qui se penche sur cette question. Je ne dis pas qu'il ne s'est pas penché sur la question. Je dis que pour l'instant, aujourd'hui, il est quand même président de la République depuis 6 ans. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Et puis, il y a un volet qui est très important, c'est la formation, les compétences. Depuis la réforme Blanquer du lycée a fait très mal. Avant 2019, nous avions 200 000 lycéens qui avaient plus de 6 heures de maths par semaine. On est tombé à 100 000. 100 000, c'est un vivier insuffisant pour former les 65 000 ingénieurs dont on a besoin, pour former des professeurs de mathématiques, pour former des médecins, pour former aussi des personnes qui ne resteront peut-être pas dans le domaine des mathématiques. Le vivier de départ, il est insuffisant. Et sur ces 100 000, vous avez que 33 000 filles. Je profite de votre micro pour le dire. Elles étaient 96 000 avant. Donc ça, c'est une fragilité. On va rappeler que l'économie, c'est que vous êtes ponts et chaussées, donc vous êtes vraiment une scientifique. Et j'aime les maths. Oui, et vous aimez les maths. Et je pense que c'est important pour notre pays. Donc voilà, on a des difficultés qu'il faut vraiment prendre à bras le corps là-dessus. Bon, il y a la réforme de l'apprentissage qui était pas mal. Oui, mais j'ai pas dit que est-ce que la réduction... Là, pardon, on quitte un instant la transition verte, mais... en plus, ça a des incidences budgétaires. Mais quand même, la réduction du taux de chômage en France, est-ce que ça, si on met au crédit d'Emmanuel Macron? C'est de politique, après. Oui, ça a baissé. Bon, ça a baissé quand même dans la plupart des pays. Oui, il y a une composante, puisque vous mentionnez l'apprentissage, qui est rentré en ligne de compte. Bien sûr. Le corollaire étant la baisse de la productivité, parce que vous êtes moins productif à un certain moment de votre vie. Donc ça, c'est... Mais effectivement, c'est la baisse du chômage, tout le monde la constate. Mais aujourd'hui, moi, je vous parle de création de valeur, et c'est indispensable. Donc, in fine, est-ce que vous seriez pour cet impôt
que préconise Jean Pisani-Ferry, donc Oui. l'auteur de ce rapport. Mais vous dites, c'est pas- c'est une des solutions. Bruno Le Maire l'a exclu Oui, ce matin. Jean sur RTL. Pisani-Ferry, c'est lui qui a changé d'avis. Parce que nous, on a toujours été sur cette solution-là. Ouais. C'est lui qui a changé d'avis. Il ne faut pas inverser les choses. Ce qui est non. très bien qu'il ait changé d'avis. Hein. Oui, enfin, en tous les cas, lui, il dit juste c'est une taxe exceptionnelle pour financer la transition verte. Mais on est-ce n'était que pas encore dans La taxe sur les super profits, on n'a jamais dit qu'elle était forcément pérenne. Oui, si ce n'est qu'en France, c'est toujours pérenne. Hein. Il suffit de C'est regarder la peut-être CSG, peut-être enfin, une vous le autre, savez mieux que moi. C'est peut-être l'usage qui peut tromper, mais n'empêche que c'est jamais ce qu'on n'a jamais parlé d'autre chose que de taxer les super profits qui existent aujourd'hui. Et Donc, vous le voyez plutôt bien, positif. et vous le voyez bien dans tous les résultats que vous annoncez sur un certain nombre de super profits aujourd'hui. Donc, vous êtes plutôt positif sur ce qu'a annoncé en tous les cas la Première ministre. Mais il sur faut les voir, objectifs, on va voir la suite. Oui, Voilà. et sur le comment, il reste quand même beaucoup de questions. Parce que je pense que c'est toujours un point faible des plans gouvernementaux, c'est de jamais s'intéresser à la question du comment. L'autre, là, pour le coup, il y a eu du comment, c'est sur la réforme de retraite. Oui. Et il y a le 8 juin, donc cette fameuse proposition de loi du groupe Lyotte. La question, c'est de savoir si, elle est inconstitutionnelle, qui va le déclarer. Et il y a la présidente de l'Assemblée nationale qui dit il faut quand même qu'on puisse en discuter. Je crois qu'in fine, c'est le président de la commission des finances qui se prononcera ou pas pour savoir si cette loi projet de loi peut être discuté à l'Assemblée nationale. C'est pas tout à fait comme ça que se passe le processus. Ouais. Je rappelle que vous avez été président de la commission des finances, rapporteur. C'est pas tout à fait comme ça que se passe le processus. À partir du moment où une loi est présentée, elle est déposée, préalablement à son dépôt, on regarde si elle respecte la Constitution, et notamment le fameux article 40 qui porte sur les charges publiques. C'est pas que celles de l'État, c'est les charges publiques. Bon. Cette proposition de loi a été inscrite, donc sa recevabilité a été actée. C'est fait. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est prononcé pour dire cette proposition de loi est recevable. Maintenant, la majorité dit non, mais non, il faudrait peut-être qu'il y ait une deuxième décision qui soit portée là-dessus. Ça n'existe pas. Alors, juste, je précise pour nos auditeurs et téléspectateurs, l'article 40 de la Constitution interdit toute proposition de loi alourdissant les charges. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est l'enjeu des articles 40. Voilà. C'est toujours le fameux article 40. Mais le bureau donne une délégation à certains députés pour acter sur la recevabilité des propositions de loi. Ouais. Cette étape-là a été franchie, mais il y a déjà 2-3 semaines. Personne ne s'est intéressé. Et tout d'un coup, tout le monde est en train de s'émouvoir en disant mais est-ce qu'elle est constitutionnelle ou pas? Donc, je dis que la première étape a été franchie, la proposition de loi est inscrite, et donc, elle est considérée comme respectant l'article 40. Maintenant, la majorité dit oh mais non, mais non, mais non. Il faut qu'il y ait une deuxième décision. Non, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer. Il est toutefois exact qu'il existe un article dans le règlement de l'Assemblée nationale, le fameux article 89 alinéa 4, qui dit que tout député, là il y a une photo derrière vous de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, tout député peut, dans l'hémicycle, interpeller le gouvernement ou les rapporteurs en disant « je considère que cette proposition de loi ne respecte pas l'article 40 ». Et dans ce cas, on fait appel soit au président de la commission des finances, soit au rapporteur général. Donc maintenant, la balle, si jamais un député avait envie de formuler cette remarque, peut-être qu'il y aura des chances, je n'en sais rien, eh bien, il faudrait que le président de la commission des finances réponde au titre de l'article 89, alinéa 4 du règlement de l'Assemblée nationale. Ok, le président, c'est Éric Coquerel, d'accord, député LFI. Oui, il répondra ce qu'il veut. Mais il répondra et alors, si le rapporteur n'est pas d'accord, parce qu'on sait bien que c'est pas le rapporteur et Renaissance, nous aurons un cas nouveau qui s'ouvrira à l'Assemblée nationale. Et la suite, vous la voyez comment alors? Est-ce qu'il y a une chance que cette loi passe et annule la réforme des retraites? Non. Je pense que je souhaite que cette proposition de loi, qui encore une fois, je le répète, pour vos auditeurs et téléspectateurs, a été inscrite, c'est-à-dire déclarée recevable il y a 3 semaines. Donc c'est pas la peine de rechanger les règles après coup. Je souhaite qu'elle soit débattue le 8 juin à l'Assemblée nationale et je souhaite que l'Assemblée nationale puisse voter, puisque je rappelle que l'Assemblée nationale n'a jamais voté sur les retraites. Jamais. Bah oui, mais c'est de la faute à qui? C'est pas de la faute. C'est pas la faute au PS, mais c'est la faute à LFI quand même, non? Le fait est que sur un sujet qui vous concerne, qui concerne tous les Français. Le Sénat a voté. Oui, le Sénat a voté, l'Assemblée nationale n'a pas voté. Donc moi, je souhaite que le 8 juin, l'Assemblée nationale puisse voter.
Je ne sais pas ce que sera l'issue du vote, mais je souhaite que l'Assemblée nationale puisse voter. Et vous allez voter quoi, on peut savoir? Ah oui, moi je voterai cette proposition de loi qui vise à abroger la réforme des retraites. Parce que vous pensez que cette réforme des retraites, elle ne va pas dans le bon sens? Je pense qu'elle ne va pas dans le bon sens. Sur le plan budgétaire, elle va dans le bon sens. Non, mais sur le plan budgétaire, si l'État, si le gouvernement, de toute façon, les finances publiques sont dans un état désastreux. Ouais. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais le gouvernement cherche 15 milliards d'euros. Là, ces 15 milliards d'euros, il les fait financer aux 2 tiers par les femmes et sur la totalité à des personnes qui n'ont pas les revenus les plus élevés en leur demandant de travailler 2 ans de plus. Moi, je considère que c'est injuste et qu'il y a d'autres façons de faire pour trouver 15 milliards d'euros. Mais en même temps, vous aimez bien les chiffres. Donc, à la limite, on ne va pas refaire le débat d'accord sur la réforme des retraites, Valérie Rabault, parce que d'abord, vous êtes déjà venu ici en parler. Puis en plus, sinon, on est reparti encore pour 2 heures de débat, voire 3 heures. Mais lorsqu'on voit dans les autres pays européens, vous voyez bien qu'ils ont tous augmenté le départ de l'âge à la retraite. Est-ce qu'il n'y a pas une petite logique quand même derrière? Est-ce qu'on est le dernier village gaulois de l'Europe? Pour certains, il y a d'autres pays qui ont des durées de cotisation moindres. Ça ne vous aura pas échappé. Oui. Cas de l'Espagne. Donc, en fait, il faut tout regarder et tout comparer. Non, bien sûr. L'Espagne, c'est 67, alors, sans aller jusqu'à 67. Mais il faut regarder la durée de cotisation. Oui. La durée de cotisation, elle est moindre jusqu'à présent. Donc, il faut vraiment regarder tout dans son ensemble si on veut vraiment faire des comparaisons qui soient justes et pertinentes. Puisque vous parlez de budget, situation de la France quand même extrêmement mauvaise, il y a un risque financier pour la France sur les marchés? Oui, il y a toujours un risque, parce que la dette, notamment du fait des obligations indexées sur l'inflation, et le coût de la dette est passé de 37 milliards à 51 milliards. Donc bientôt, ça va devenir le 2e ou le 3e budget de l'État, ce qui est quand même colossal. Donc oui. Il y a un risque et effectivement, il faut, à chaque fois qu'on a une dette aussi colossale que celle que nous avons, nous sommes dans les mains des prêteurs. Pierre Moscovici, qui est le premier président de la Cour des comptes, a dit il y a quelques jours que la France devait prouver au marché financier sa volonté de stabiliser la situation budgétaire, appelant le gouvernement à absolument éviter les baisses d'impôts non compensées. Là, on a un petit début de réponse au début de cette interview, Valérie Rabault, puisque donc ça y est, Matignon annonce qu'ils vont geler 1% supplémentaire de crédit. François Villeroy de Gallo a dit on n'a pas les moyens de cette course à la baisse d'impôts, ce qui est un peu surprenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou vous pensez que de baisser les impôts pour les classes moyennes, même si ce n'est que de 2 milliards, c'est une bonne idée? Alors, je suis pas d'accord du tout avec la politique budgétaire du gouvernement. C'est-à-dire que laisser filer le déficit, la dette, comme ils l'ont fait. Alors, il y a la période Covid, on est d'accord. Et la hausse des coûts de l'énergie, vous avez fait quoi? Il y a la hausse des coûts de l'énergie. J'aurais beaucoup plus négocié à Bruxelles que ce qui a été fait pour éviter d'avoir une électricité indexée sur le prix du gaz. Alors que mais ils ont essayé. Attendez, ils ont essayé. Bruxelles a dit niet, les Allemands ont dit niet. Oui, les Allemands ont dit niet. Ils peuvent. Mais les Allemands, les Allemands ont dit non, c'est exact. Oui. On va pas se mentir. Non. Mais n'empêche qu'on y est allé aussi en position de faiblesse, en disant les Allemands ne sont pas d'accord avec notre modèle énergétique. Ils ont le droit de pas être d'accord. Oui. Mais quand on dit on est les plus forts avec le nucléaire et qu'on a la moitié de nos réacteurs qui fonctionnent pas et qu'on est obligé d'aller quémander auprès de l'Allemagne. Maintenant, ils fonctionnent. Mais qu'on est obligé d'aller quémander auprès de l'Allemagne pour pouvoir acheter de l'électricité. Vous voyez, c'est ça, ne pas être en position de force. Donc, on a négocier en n'étant pas en position de force. Et ça, évidemment, ça nous fragilise et ça fragilise la décision. Donc effectivement, on a payé des coûts d'énergie qui ont été délirants. Donc, délirants. Le bouclier énergétique, il a servi à quelque chose. Mais je ne dis pas que le bouclier énergétique n'a pas servi à quelque chose. Je dis juste qu'il fallait bloquer le prix, la hausse abyssale du prix de l'énergie que nous produisons à 47 € le mégawattheure et qui a été racheté par certains à 500 €, 600, 700 €. C'est délirant. C'est un modèle anti-économique. Donc là-dessus, moi je considère qu'il y a une erreur extrêmement importante sur cette gestion-là. Donc effectivement, sur les finances publiques, j'ai un désaccord depuis bien longtemps avec le gouvernement. Je vous rappelle que dès avril 2020, nous avions demandé une conférence de financement de la crise. Parce que, effectivement, les montants en jeu sont tellement importants qu'il y avait nécessité d'avoir... Que n'auriez-vous pas fait? Que n'auriez-vous pas fait? On aurait déjà préservé un certain nombre de ressources sur la taxation des super-profits. Je vais vous le redire. Oui, enfin, ça va pas financer les 3 000 milliards de dettes. Mais j'ai jamais dit le contraire. Mais ça vous fait déjà 7 ou 8 milliards. Oui, c'est tout petit. Oui, non,
c'est pas tout petit. Vous mettez l'ISF dessus, ça et plus la flat tax, ça vous fait 12 milliards. Enfin, les l'IFI, c'est quasiment 7 et 5, l'ISF. 7 et 5, ça vous fait 12. Ouais. Et déjà, rien que ça, c'est quand même... Non, parce que l'ISF est remplacé par l'IFI. L'IFI aussi, ça rapporte, vous voyez. Donc, oui, mais ça a rapporté 1,5 milliard de moins, plus les 3,5 milliards qui manquent de l'ISF, ça vous fait 5. Donc 5 plus 7, vous êtes déjà à 12. Voilà. Oui. Bon. Oui, mais... Oui, et puis en même temps, du coup, vous avez moins d'industriels, d'entreprises qui viennent travailler en France, qui mettent leurs usines en France. Je vous parle des super profits. Oui. Des gens qui ont gagné sur la spéculation de l'énergie, du coup l'électricité achetée à 42 € à l'arène, et revendue à 500. Ouais. Ça, c'est pas de la valeur ajoutée, c'est de la spéculation. Donc non, là-dessus, ça devait être taxé et beaucoup plus que ça l'a été. Ok. Donc, et maintenant, alors, on fait quoi par rapport à ma question initiale, est-ce qu'on baisse les impôts pour les classes moyennes ou pas, tant qu'il n'y a pas un financement en face? Non, mais moi, je pense toujours qu'il faut qu'il y ait un financement en face. Donc là-dessus, je ne sais pas d'ailleurs à quoi ça ressemblait ces 2 milliards d'euros, puisque le président de la République n'a pas été capable de dire combien de personnes ça allait concerner, à partir de quel seuil, etc. 3 500 et 3 500. Oui, on sait pas. Non, mais je suis bien d'accord avec vous, c'est très flou. Franchement, c'était quand même plus que flou. Donc là-dessus, eh bien, voilà, moi je pense que je ne suis pas en faveur de ces... je suis pas en faveur de cette gestion des finances publiques. À propos d'économie, la loi de programmation militaire, oui. Donc ça y est, elle a été présentée. Elle est en discussion à l'Assemblée nationale. 413 milliards sur 5 ans. Jusqu'en 2030. Jusqu'en 2030, oui, ça fait un petit peu plus, pardon. Ça, c'est bien, c'était une urgence, il y a besoin de réarmer la France. Alors, il y a des choses qui, là aussi, qui sont bien, de se rapprocher des 2% du PIB, ce que depuis 2013, qui figure dans toutes les lois de programmation, mais qui n'a jamais été atteint. Mais voyez-vous, il y a quand même des sujets parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix qui sont faits. Or, la France n'a pas les moyens de pouvoir tout financer en termes de choix des armées. La France est le pays qui fait le moins de partenariats au sein de l'Union européenne. Sur les aspects. On travaille beaucoup avec les Anglais, les Britanniques. Oui, mais quand on regarde tous les autres, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être senior partenaire sur un certain nombre d'actions plutôt que être un peu partout et d'être junior partout et d'être nulle part. Et ça, je pense que c'est un choix stratégique sur lequel nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement. Sur les 413 milliards, pour prendre un autre exemple, vous avez 6 milliards sur le spatial, ce qui fait 1 milliard d'euros par an. Quand on voit la situation quand les États-Unis mettent 22 milliards de dollars par an. Donc là-dessus, l'Europe me paraît en retard. Et ça fait partie, c'est sur ces choix-là que nous avons des divergences. Très rapidement, il nous reste encore un sujet, enfin il y en a plein d'autres, évidemment, Valérie Rabault, mais on profite de votre présence. Sur la loi sur l'immigration, là aussi, on a vu, dans votre sens, on a vu un peu les allers-retours entre Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin. Bon, finalement, normalement, il y a un projet de loi sur l'immigration, ça y est, qui va être présenté, et il y a le volet immigration économique. Et là, on voit bien qu'il y a des désaccords au sein du gouvernement et au sein de la majorité du reste. Marc Ferracci, député Renaissance, n'était pas d'accord avec Olivier Dussopt. Vous, est-ce que vous pensez qu'il faut régulariser les salariés dans des métiers en tension ou pas? Oui, moi, je pense. Alors, d'abord, je pense qu'il n'y a pas besoin de loi migration. Je pense que ça, c'est un acte politique que veut faire la majorité. Et vous voyez, déjà, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, on va déjà voir ce qu'ils proposent, ce qu'ils mettent sur la table. Si d'ailleurs le texte arrive à l'Assemblée, j'en suis même pas certaine. On verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'eux n'ont pas les idées claires. Mais sur l'immigration économique, vous, quelle serait votre position? Au-delà de la loi, quelle serait votre position? Est-ce qu'il faut effectivement régulariser ceux qui travaillent déjà dans les hôtels, les restaurants? Moi, je pense qu'il y a là-dessus, il y a des régularisations, parce que franchement, il y a des situations... vous savez, quand il y a quelqu'un qui travaille, qui est motivé, je trouve que la France, comment dire, sur certains cas que j'ai en tête, elle est quand même très, très en retard. Sur le regroupement familial, justement, c'est quoi votre position? Non, mais il y a déjà moi, je suis pour les lois qui s'appliquent aujourd'hui. Il y avait et celle qui a beaucoup servi, c'est la circulaire Valls de 2014, voilà, sur laquelle on s'est beaucoup appuyé. Donc, je ne vois pas l'intérêt de refaire de nouvelles lois sur l'immigration. Appliquons déjà les lois existantes, ça serait une bonne idée, ça, Valérie Rabault, mais pas très politique. Pas très politique, parce qu'il faut que chacun ait sa loi. Oui, non, mais d'accord, mais on va avoir combien de lois? L'inflation législative. Je pense que ça doit être une stratégie politique de la part de la majorité, mais
qui manifestement ne fonctionnent pas très bien parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Merci beaucoup Valérie Rabault et de vos précisions. Valérie Rabault, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, vous l'avez compris, merci beaucoup. Voilà, si vous voulez réécouter l'interview, le QR code qui s'affiche, vous pouvez donc réécouter l'émission, sinon sur le replay du site BFM Business. J'en profite pour vous dire que demain on parlera aussi d'écologique avec des plus grands acteurs, parce qu'il est le numéro 1 mondial de tout ce qui touche la rénovation du logement. C'est le patron de Saint-Gobain, Benoît Bazin. Tout de suite, Tech & Co, François Sorel. Bonne soirée.